Et nous avons commencé des premières petites actions, je dirais, pour nous manifester dans notre dignité. Alors, on écoutait Londres, hein, mes parents écoutaient Londres. Et il y avait eu une fois un message, vous savez, tous les soirs, bien que ça soit brouillé, c'était terriblement brouillé, mais il était dit, mettez des V sur les murs et écrivez des croix de Lorraine. Alors je me dis qu'on ne s'en privait pas. Et on avait des craies et on mettait, alors on dessinait un grand V avec la croix de Lorraine dedans, sur tous les murs. Et je me souviens même avoir mis ces signes sur les voitures des Allemands. Alors au bout de quelques temps, la commandanture est venue à l'établissement protester, en disant que la directrice de cet établissement devait tenir ces jeunes, vous voyez, et empêcher ces choses, sans ça il y aurait des répressions. Alors bon, on était un peu prudents, mais il y avait autre chose. Les filles aussi se mettaient des petits objets tricolores, vous voyez. Je me rappelle par exemple que j'avais des petits peignes, c'était la mode de couleur dans les cheveux. Et ben, j'en avais un bleu d'un côté, un rouge de l'autre, vous voyez, puis un chemisier blanc, des choses de ce genre pour faire ressortir du tricolore. Où on sortait, une avait un chemisier bleu, l'autre blanc, l'autre rouge. Des petits gestes, peut-être un peu naïfs, mais enfin, on tenait notre dignité. Et il y a une chose, par exemple, il y avait des trottoirs assez étroits. Tréguier est une ville en pente qui monte vers une belle cathédrale. Et alors dans cette maison, petit trottoir étroit. Et alors quand il y avait les trottoirs, je me mettais bien dessus. Et puis quand un Allemand passait dans l'autre sens, nous on restait fermes. Alors il nous disait, descendez mademoiselle. Et nous on ne voulait pas descendre, vous voyez. Il y a un tas de petites choses comme ça qui se passaient. Mais c'était encore des petites actions. Et là-dessus, sur la côte, ma mère avait pris contact avec un groupe de Paimpol pour faciliter les évasions. Alors là-dessus, ça nous met au... Il y avait des bateaux qui partaient de temps en temps. Bon. Ça nous met au mois de mai, donc mai 41. Un épisode qui a été très marquant. Une de mes camarades de classe, qui s'appelait Léonie Ballam, dont les parents étaient charcutiers dans un village un peu plus loin. Nous étions donc en classe de terminale, en philo à l'époque. Bon. Et elle savait qu'elle connaissait nos positions, elle les approuvait, on en parlait quelquefois. Elle me dit, écoute, il y a vraiment une situation très très grave, il y a 2 Anglais dans une ferme près de chez moi, et il y a un des gendarmes du secteur qui veut les dénoncer. Alors, ces Anglais, qui étaient-ils? Il y en avait un groupe dans la région, parce que devant l'avancée des troupes allemandes, il y avait un régiment d'Anglais qui avait été refoulé et dispersé en Bretagne. Au lieu de filer vers Dunkerque ou vers le sud, vous voyez, c'était trouvé là. Bon. Alors, il y en avait déjà reparti, puis ces 2-là étaient coincés. Alors, j'ai dit, bon, ben écoute, je préviens à Mimo, ma mère, et puis, il y en a un qui se bloque, et l'autre, on me dit de l'amener. Alors, ma mère, elle avait le talent de faire des vraies fausses cartes à la mairie. Vous voyez, les vraies fausses cartes, parce qu'il y avait le tampon de la mairie. Alors, notre Anglais, je me souviens du nom, il s'appelait Harry Paul. Et l'autre, Dougal de Campbell. Et donc, je prends Harry. Tout se faisait en bicyclette à l'époque. Alors, je prends Harry, je le retrouve à Tréguier. On l'avait mis un petit béret sur la tête. Et comme il était là, ça faisait déjà plusieurs mois, il parlait bien français. Mais alors, on ne peut pas imaginer la tête d'Anglais plus marquée. Il avait la figure allongée, des taches de rousseur, blond roux. Bon. Et puis, il parlait bien français, déjà bien, mais il avait de l'accent. Bon. C'était un peu voyant. Bon, enfin, on l'installe en français, et puis on s'en va, le jeune homme et la jeune fille, à l'Arc-Ouest. L'Arc-Ouest, c'est le lieu d'embarquement du bateau. Et là, il y a une anecdote. Alors, ces anecdotes, heureusement, il y avait des histoires comme ça pour, je dirais, égayer et puis nous donner un peu de fierté aussi. La mer était au plein. Parce qu'il faut vous dire qu'il y a des marées fortes là, et qu'il y a 3 cales différentes d'embarquement. Enfin, à l'Arc-Ouest, il n'y en a qu'une, mais elle est très longue.
Donc c'était très haut, la mer était très haute. Et il y avait la guérite du petit soldat, c'était un petit soldat de la Wehrmacht qui contrôlait les papiers. Alors, c'était un petit soldat de la Wehrmacht, bon, jeune. Alors, bon, on passe nos deux cartes, tu regardes ça rapidement, ça va. Et puis on va embarquer. Alors, l'Anglais descend son vélo, et puis moi je vais pas descendre mon vélo. Mais j'avais 17 ans. J'étais mignonne. Bon, alors, l'Anglais galant, il prend ma roue avant. Et la petite sentinelle qui s'embêtait vient et prend ma roue arrière. Et ensemble, ils ont descendu mon vélo dans le bateau. Oui, des anecdotes qui permettaient de rire un peu intérieurement malgré tout. Avoir d'abord la crainte et puis après, bon, d'avoir fait un bon coup, quoi. Alors on arrive à Bréa, je l'emmène chez moi. Avec ma mère, nous avions une maison de gardien. Ça avait été une belle propriété, si vous voulez, mais maintenant, les moyens s'étaient réduits de plus en plus. Bon. Et alors, cette maison, à ce moment-là, était vide, et il y avait un grenier. Et on installe notre Anglais dans le grenier, le temps de trouver deux choses différentes, c'est-à-dire les coordonnées pour le faire partir, par les gens de Paimpol, dont je vous parlerai aussi, et puis des renseignements aussi sur la situation des occupants à Bréa et dans le secteur, des informations. Bon. Et puis, ça dure quelques jours. On ramasse ce qu'il fallait pour le renseigner. Il devait d'ailleurs avoir une réunion assez importante d'officiers dans une des autres propriétés qui se trouvait près de la plage. Alors, on l'informe de toutes ces choses-là. On lui donne des documents. Et puis, il fallait le faire repartir. Mais entre-temps, les Allemands avaient durci les contrôles, parce qu'ils se doutaient bien qu'il y avait des choses qui se passaient partout. Et il y avait non plus la petite sentinelle de la Wehrmacht, mais que je ne sais pas si c'était de la Gestapo ou quoi, mais enfin des contrôles beaucoup plus stricts. On était très ennuyés pour le faire repartir. Et alors, là-dessus, il y avait à Bréa une petite communauté de religieuses qui m'avait monté une école de filles et puis qui s'occupait de quelques vieillards, et il y avait une infirmière, enfin bon. Elles étaient très peu nombreuses, j'étais 6 ou 7, vous voyez, bon. Mais voilà qu'une des sœurs la plus âgée est tombée gravement malade. Par chance pour nous. Et la responsable de la communauté, qui était une femme bien, a été contactée par ma mère, et voilà comment on a procédé. Il n'y avait pas d'ambulance ni rien. Quand il y avait une malade, on l'emportait sur un brancard. Et notre Anglais est devenu un des deux brancardiers. Il y a eu une petite vedette spéciale qui passait en emmenant la malade, et les papiers n'ont pas été contrôlés. Vous voyez. Il est parti comme brancardier. Et était au courant, donc, cette sœur, et le marin du passage était tout à fait au courant. Il nous avait dit à plusieurs reprises. Donc, si j'évoque ces gens-là, vous voyez, c'est parce que ces gens-là, souvent, nous ont donné un coup de main et on n'a jamais parlé d'eux par la suite. D'ailleurs, ces deux-là sont morts par la suite. Et ils n'ont jamais voulu ni recevoir des décorations ou quoi que ce soit. Oui. Alors, bon, mon Anglais est reparti, confié à d'autres gens. Ça s'est arrangé comme il faut. Je vous raconterai sa trajectoire après, parce que c'était assez compliqué. Il a rejoint l'autre, et d'autres d'ailleurs. Bon. Mais là-dessus, pour faire ce déplacement et tout ça, j'étais disparue 2 jours. Avec une journée, ma petite camarade Nini, nous l'appelions. Et quand on arrive à l'établissement, on a manqué, et sans excuse valable. Alors il était arrivé 1 ou 2 fois que je disparaisse pour des histoires de papier ou autre. Bon. Mais c'était en hiver, et quand il faisait mauvais, le bateau ne passait pas, parce que c'était des tout petits bateaux, pas des grandes vedettes comme on a maintenant pour le passage. Alors je disais, je suis désolée, mais il y avait mauvais temps, et c'est vrai, quand il y avait mauvais temps, ça passait très bien. Mais là, un temps radieux. Alors, sur le coup de midi, nous sommes appelés chez la directrice, qui nous dit, où est-ce que vous étiez, etc. Et alors, elle se
mais très en colère. C'était une femme très bien, mais fort coléreuse. Elle commence à crier. Je me dis, il faut que je lui dise quelque chose. Qu'est-ce que je vais lui dire? Et puis, au bout d'un moment, je lui ai dit, bah, écoutez, mademoiselle, il s'agit de la vie d'un homme. Alors, imaginez, à l'époque actuelle, je raconte souvent cette anecdote-là à des élèves qui ont 17 ans aujourd'hui, vous voyez. Et imaginez deux petites jeunes filles qui disent à la directrice, on a disparu pour la vie d'un homme. Bah, elle a très bien compris. Et elle a répondu, mais écoutez, je devine ce dont il s'agit, mais vous êtes des mineurs, vos parents vous ont confié à nous, je veux voir vos parents. Alors, la mère de Léonie est venue par la suite, mais elle a interdit à sa fille de faire quoi que ce soit. Et ma mère est venue, et elle a expliqué que nous avions aussi des choses, et la directrice a dit, bon, je fermerai les yeux, voilà. Donc là aussi, vous voyez, un établissement scolaire. Bon, et puis là-dessus, ça a continué. Et il faut vous dire qu'à l'époque, mon père n'était pas encore au courant, parce qu'il était très malade. Alors là-dessus, pour une histoire de remise au papier, j'arrive une fois à cet hôtel de l'Arquès, qui était connu, c'était le grand hôtel Barbu. Bon. Et ma mère m'attendait où je devais lui remettre quelque chose, ou prendre quelque chose pour elle, enfin bon. Mais mon père avait voulu venir avec elle. Et il me voit arriver en bicyclette de l'Entraguet, il y a 15 km, je faisais souvent l'aller-retour. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es à la veille de ton bac, tu devrais être dans tes livres, etc. Alors, ma mère lui fait signe, et puis elle lui dit, je vais t'expliquer. Et puis là, il a été mis dans le coup. Alors là-dessus, une autre histoire, c'est que nous voulions avoir un contact plus systématique et organiser ce qu'on espérait un réseau. Car les réseaux, il n'y en avait pas encore, hein, à l'époque. Et c'était en 1941. Alors nous avons procédé de deux façons. D'une part, donc, quand l'anglais ou d'autres sont partis, ils emmenaient des plans de renseignement. Bon. Et disaient toujours, on demande contact. Et d'autre part, elle a procédé de la façon suivante. Ça, c'était tôt, c'était dans l'hiver 41, vous voyez. Il y avait une jeune femme de Bréa dont le mari était marin et qui devait rejoindre l'Afrique du Nord. Elle y avait droit, elle avait un laissez-passer. Bon. Elle avait un enfant qui avait peut-être 2 ans, vous voyez. Bon. Et cet enfant nous a rendu grand service. Alors, ma mère a acheté un canard en peluche à roulettes. Vous voyez. On a décousu une aile. On a mis dedans un message à faire transmettre au général de Gaulle. On a recousu l'aile. Et la jeune femme est partie, elle était au courant bien sûr, l'enfant roulant son petit canard, vous voyez, au moment de la roulette, c'est très bien passé. Elle a rejoint son mari en Afrique, qui a rejoint de Gaulle, et le message a été envoyé. Vous voyez les astuces que nous avions. Alors, au printemps, donc 41, nous avons reçu un messager de Londres qui est arrivé par un sous-marin anglais et ensuite une petite vedette sur Bréa. Et là, il nous a demandé d'adhérer à un réseau plus systématiquement. Et c'est là que le groupe, alors le groupe qui avait été monté petit à petit autour de nous par des amis, dans lequel il y avait, la mère était responsable, et on a appelé ce groupe la bande à Sidonie. On en parle dans plusieurs ouvrages, vous voyez. Et il y avait dedans des amis de la région, et le beau-père de ma sœur, parce que ma sœur, entre-temps, je vais vous raconter aussi son histoire en passant, s'était mariée en zone libre. Bon. Mais le beau-père de ma sœur était entrepreneur à Saint-Brieuc, s'appelait Monsieur Poche, et était dans le réseau. Et puis nous avions des gens à Lannion, à Perrault, Satraguet, etc., qu'on avait recrutés, bande de 14. Et nous prenons contact à Rennes, nous allons à Rennes, ma mère et moi, avec les responsables du réseau 31 Georges France, qui travaillait en liaison avec l'intelligence service.
où nous contactons le responsable du réseau, qui s'appelait M. Turban, qui était ingénieur à la gare de Rennes et qui surveillait les transports de troupes. C'est le premier qu'on a contacté, ainsi que les frères Le Tac, Yves et Joël Le Tac, qu'on a vus à ce moment-là, voyez. Et ça, c'était le réseau constitué. Et donc ce responsable, quand il est venu à Bréa, nous avait demandé de dédoubler notre groupe. D'un côté, ceux qui continueraient à s'occuper des évasions et ceux qui s'occuperaient du renseignement. Et nous avons été affectés, la petite bande à Sidonie et d'autres, nous avons été affectés au renseignement.